Dans cette vidéo, je vais te montrer tout ce que tu dois savoir sur les fonctions et je vais te montrer une à une chacune d'entre elles. Et on va parler des fonctions pour les strings, les numbers, les objets ou même les datetime. Toutes ces fonctions sont nativement implémentées sur n8n et tu vas pouvoir les comprendre aujourd'hui dans cette vidéo. Si tu es une entreprise et que tu veux implémenter l'IA, que ce soit avec des automatisations, des agents IA, du machine learning ou du deep learning, et tout ça avec une feuille de route complète, il y a un lien dans la description pour prendre un rendez-vous avec moi. On a une communauté 100% gratuite que tu peux rejoindre, où on parle d'agents IA et d'automatisation. On a plus de 3200 membres, comme tu peux le voir ici. Donc maintenant, pour t'expliquer toutes les fonctions, on va commencer une à une et je vais te parler de celles que j'utilise le plus aussi, mais on va commencer par les variables string. Donc c'est les variables texte que tu vas pouvoir manipuler à partir de edit fields. Si tu as utilisé make, c'est comme un peu le setting de variable. Et on va tout de suite se le faire avec un premier workflow. Donc là, c'est vraiment, j'ai créé un workflow classique et on va mettre un premier edit fields, donc un set variables. Et là, je vais mettre un JSON d'exemple. Donc là, on va pouvoir lancer le workflow et tester la variable. Donc tu verras que ça va me renvoyer pas mal de valeurs qui vont te permettre et me permettre de montrer les différentes fonctions n8n. Donc on va mettre un deuxième edit fields pour que je te le montre et on va l'appeler output concrètement. Et là, je vais te montrer chacune des variables. Donc pour commencer, on va utiliser les variables string. Ces variables string sont donc du texte et peuvent être manipulées avec des fonctions précises pour celles-ci. Donc la première est includes. Cette fonction est pratique, elle te permet dans une variable string de savoir si une valeur est présente ou non. Et elle va te renvoyer un booléen, c'est-à-dire une valeur vraie ou fausse. Donc là, imaginons qu'on a la variable bonjour et qu'on veuille savoir s'il y a bien un O dans cette variable, alors tu vas pouvoir mettre ici la valeur. Donc cette valeur O est bien présente dans bonjour, comme tu peux le voir, et il va me renvoyer true. Donc là, c'est vraiment important que tu te réfères au résultat ici quand tu fais des tests avec des fonctions, car au moins tu sais le résultat que tu vas avoir. Imaginons que j'aurais mis par exemple la lettre X, alors là c'est sûr qu'il n'y a pas X dans bonjour, donc on me renvoie false. À noter d'ailleurs que j'ai écrit $JSON, donc c'est une écriture de n8n. Ça te permet de récupérer les valeurs du nœud précédent. Donc là, c'est le edit fields. Donc le JSON te permet ça. Et moi, j'ai récupéré la valeur qui est au nom de string. Donc comme tu peux le voir ici. On passe maintenant à la deuxième fonction. Cette fonction est ultra utile et j'utilise souvent, notamment pour séparer des textes par des virgules. Et c'est la fonction split. Concrètement, ce qu'elle te permet, c'est de partir d'un texte, donc là, imaginons bonjour, créer une liste, mais surtout séparer à partir d'un indicateur que tu vas mettre dans les parenthèses. Là, dans ce cas-là, je n'ai pas mis d'indicateur, et de ce fait, il a séparé chacune des lettres. Mais imaginons que j'aurais mis un séparateur, on va le tester avec par exemple NJ, donc le séparateur c'est N et J, et ensuite, tu verras que dans la liste à droite, donc ça m'a créé une liste, ça a coupé le texte, et ça m'a mis BO, donc ce qui est à gauche de NJ, et à droite, OUR. Comme je te dis, c'est ultra pertinent si tu utilises des virgules. Imaginons que, hop, on ait deux mots, et que tu veuilles séparer ces deux mots, et qu'il y a toujours un indicateur de virgule. Donc là, on va mettre un troisième. Hop. Et bien là, tu pourras faire un split et indiquer la virgule, et ça séparera tout le texte ici, et ça le mettra directement dans une liste. Maintenant, on va passer pour la troisième valeur. Donc pour ceci, on va aller dans les strings et on va utiliser starts with. Il faut savoir qu'il y a aussi quelque chose à comprendre, c'est que les fonctions ont toujours leur inverse. Là, par exemple, start with, on a aussi ends with, et par exemple, si on a aussi des fonctions pour manipuler les textes et les mettre en majuscule, avec tout uppercase, mais on a aussi tout lowercase, donc c'est mettre en minuscule la phrase ou le texte. C'est toujours le même concept, c'est toujours le même concept. On va mettre un texte dedans. Donc là, imaginons que l'on veuille savoir si le string, donc le texte, commence bien par B. Alors, il va mettre true. Parce que bonjour, le mot bonjour commence bien par la lettre B. Mais imaginons qu'on aurait mis O. Alors là, le mot bonjour ne commence pas par O. Et dans ce cas-là, il met false. Comme je te l'ai dit, il y a aussi la fonction inverse. Donc c'est ends with. Et là, c'est pour savoir si le texte finit bien par une lettre. Donc là, imaginons qu'on met R. Donc là, bonjour finit bien par un R. Mais si l'on met une autre lettre, donc L, il y a bien
pas de lettre L à la fin, donc il retourne faux. On peut aussi le faire avec des blocs de texte. Donc là, si on sait que ça finit par toute cette chaîne de caractères, OUR, bien sûr le mot bonjour finit toujours par ça, eh bien ça renverra vrai. Maintenant, je vais passer à une fonction qui est ultra importante et que j'utilise aussi énormément, c'est replace all. C'est, comme tu peux le voir dans la documentation, c'est un pattern que tu remplaces par un autre pattern dans un texte. Pour m'expliquer, imaginons que dans bonjour, tu veuilles changer ONJ par la lettre XXX, alors tu verras que ça changera bien le texte et ça te renverra le texte avec le changement que tu as effectué. Il y a une autre fonction qui s'appelle replace qui fait exactement la même chose, mais ce qui est intéressant avec replace all, c'est que dans un texte où tu as plusieurs occurrences, donc plusieurs fois un pattern que tu veux changer, imaginons noir et bleu et rouge, hop, et tu veux changer le mot et par ou, alors ça changera toutes les occurrences dans le texte. Alors que replace, qui est la fonction qui fait la même chose mais d'une différente manière, ne changera pas toutes les occurrences, hop, ne changera simplement que la première. Comme tu peux le voir à droite, donc là il a changé que la première occurrence, donc la première fois qu'on l'a vu dans le texte. La fonction length est une fonction pour te donner le nombre de caractères dans une phrase. Donc là, bonjour a bien 7 caractères, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est intéressant pour des use cases si par exemple tu utilises des LLM et tu veux compter le nombre principalement de tokens. La prochaine fonction est pour modifier le texte et le mettre dans ce format base64. Ce format base64 est intéressant notamment pour certains API qui l'utilisent et veulent forcément des valeurs en base64. Tu peux convertir ton texte avec cette fonction. Donc là, tu vas encoder, c'est-à-dire modifier la string sur base64. Tu verras que bonjour en base64, c'est écrit comme ça. Imaginons que tu veux décoder à partir d'une base 64 le mot ou le texte. Là, tu pourras utiliser la fonction base 64 décode qui va décoder. Et là, comme on l'a encodé ensuite décodé, ça renvoie bonjour à la fin. Cette fonction n'est pas souvent utilisée. Il faut savoir que c'est souvent pour des API qui ont besoin de la conversion base 64 pour l'utiliser. Mais à part ça, il n'y a pas beaucoup de cas d'usage pour cette fonction. La prochaine fonction est concaténer. Celle-ci, on l'utilise souvent. C'est pour justement rajouter une autre partie de texte directement collée à la chaîne de caractères qui est spécifiée après. Comme tu peux le voir, j'ai mis concat avec un nouveau texte et ça l'a rajouté au texte existant et ça l'a collé. On peut totalement imaginer des combinaisons maintenant de fonctions. Donc là, on va concaténer cette virgule salut et ensuite, on peut totalement split avec une autre fonction, et derrière, ça sépare et ça crée une array. Donc là, c'est un peu plus complexe, mais on peut concaténer et ensuite couper cette valeur. Concrètement, cette fonction fait exactement la même chose que si on mettait un plus. Donc là, on fait la même chose, mais avec un plus, c'est le même équivalent, mais en fonction. La prochaine fonction est extract domain, et elle est ultra intéressante. Elle te permet, comme il est écrit dans la description, d'extraire un domaine, une adresse mail ou un URL. Donc imaginons que là, j'ai mon adresse mail. Eh bien, cette fonction extract domain va extraire principalement le nom de domaine de ton mail. Donc là, c'est super intéressant. Si tu as des mails ou des extractions de sites que tu veux y faire, c'est aussi pertinent si tu veux extraire, comme il est écrit dans la description, un URL qui est composé de plusieurs parties. Donc là, si on fait un growthsystem/about, il va extraire le domaine URL growthsystem.com. La prochaine fonction, j'ai déjà mis le test, mais imaginons que tu aies une phrase ou que tu aies récupéré d'un mail, par exemple. Tu peux utiliser la fonction extract mail qui va aller prendre le mail dans le texte. Il faut noter, ceci dit, que ça récupère que le premier mail fourni et que s'il y a plusieurs mails dans le texte, ça ne va pas récupérer chacun des mails. La prochaine fonction est extract URL et comme son nom l'indique, ça te permet d'extraire d'un texte une URL. Alors, il faut qu'il y ait forcément un HTTPS devant ou un HTTP, sinon ça ne va pas fonctionner comme tu peux le voir. Donc là, je mets growthsystem.com, ça ne marche pas. Mais dès que je mets HTTPS, ça va extraire et récupérer la sortie de l'URL. C'est des use cases assez intéressants pour extraire d'un texte les informations qui te semblent pertinentes que tu peux justement après envoyer à un LLM pour les traiter ou pour les mettre en base de données, que ce soit sur Airtable ou Google Sheets. Il y a aussi une autre fonction pour extraire que le chemin vers une page
sur le site et le domaine. Là, j'ai fait dans un premier temps extract URL pour prendre ce lien HTTPS. Et ensuite, j'ai fait extract URL path, la fonction qui nous intéresse ici, qui permet de récupérer le chemin d'accès vers About, donc la page About de Groove System, qui n'existe pas d'ailleurs, mais voilà. La prochaine fonction est la fonction hash. Alors, c'est une fonction qui est comme base64 et te permet de convertir dans un format hash, donc MD5, c'est une manière d'écrire, un texte. Donc c'est important soit pour l'utilisation dans des API, mais aussi pour encoder, par exemple, des clés ou d'autres requêtes, même s'il y a déjà un nœud N8N qui permet de le faire. Cette fonction n'est pas souvent utilisée, bien que certains API demandent cette conversion hash à fournir un API avant d'utiliser les endpoints et toutes les fonctionnalités de l'API. La prochaine fonction est quote. Alors, elle permet, comme tu peux le voir, de quoter, donc d'écrire des guillemets autour de ton texte. Ce qui est assez marrant, c'est que ça te donne justement la phrase, mais avec des quotes juste autour, donc ici. Ça peut être pertinent dans des use cases. Moi, je n'utilise pas du tout cette fonction-là, mais à toi de voir si c'est important pour toi de voir ces quotes. La prochaine fonction est assez intéressante et j'utilise assez souvent, c'est Remove Markdown. Là, dans notre cas, on n'a pas de Markdown, mais ça te permet, comme son nom l'indique, d'enlever le Markdown. Donc là, c'est un format Markdown assez classique, mais c'est pour mettre du texte en gras, avec les hashtags ici, et tu peux le voir qu'il me l'a bien enlevé. Il y a aussi une autre fonctionnalité après celle-ci qui permet d'enlever du HTML d'un texte. Donc là, imaginons que tu aies scrappé un site web et qu'il y a pas mal d'HTML, tu pourras aussi le convertir avec une autre fonction qu'on verra, mais tu peux extraire de ce texte de toutes les balises que tu peux avoir sur ton site que tu as scrappé. Donc là, on va faire juste, donc là, c'est une balise vraiment qui n'a rien à voir. Et de ce texte, on va extraire et on va faire remove tags, donc la fonction. Tu peux le voir qu'il a bien enlevé les balises et qui m'a récupéré que le mot test. Ensuite, la prochaine fonction est Replace Special Cars. Celle-ci, je n'utilise pas du tout. C'est vraiment une fonction spécifique, mais ça te permet, comme la description l'indique, de remplacer les caractères spéciaux. Avec un exemple ici, on va tester avec un mot, donc déjà. Il remplace les caractères spéciaux pour les enlever. Et il renvoie le même mot, mais sans les caractères spéciaux. Ça peut être intéressant s'il y a des problèmes de conversion de texte. Donc ça peut être intéressant d'utiliser cette fonction pour les enlever avant de les passer dans cet outil qui n'accepte pas les caractères spéciaux. La prochaine fonction est la fonction slice, et elle te permet de découper un texte. Alors découper en partant de position dans la phrase. Imaginons que tu veux découper le mot bonjour, comme on l'a vu précédemment, et que tu veux commencer à le découper par la première lettre, alors tu verras qu'en mettant 2 ici, il va découper la première lettre. Donc là, il y a un décalement de 1. Et ensuite, imaginons que tu veux enlever la fin de la phrase. Donc là, tu veux garder que les 3 lettres au milieu, donc NGO. Donc cette fonction est souvent utilisée si tu as besoin d'enlever une partie du texte, mais là, il faut bien sûr avoir l'indice au préalable. Donc c'est un peu plus complexe d'utiliser cette formule-là. Je vous montrerai après d'autres formules qui sont plus intéressantes pour le faire. La prochaine fonction est toJSONString et elle te permet de convertir ton texte dans un format JSON et acceptable. Donc là, c'est ultra utile. Si imaginons que tu écris des variables avec du texte et que tu veux les convertir après, soit dans un API qui en a besoin, soit dans ton LLM ou même encore dans un edit field que tu vas renvoyer. Imaginons que tu veux renvoyer un JSON. Alors, il faut au préalable convertir le texte en JSON string pour que ça soit accepté dans la variable JSON que tu as créée. Comme tu peux le voir à droite, ça veut simplement dire rajouter les guillemets. Alors, je te conseille de ne pas utiliser quote, mais plutôt JSON string à partir du moment où tu convertis le texte en JSON string. La prochaine fonction est ultra utile et que j'utilise souvent, c'est trim. Et elle te permet d'enlever tous les espaces qui sont par exemple à la fin, au début, ou tous les espaces qui ne servent à rien. Donc là, imaginons que j'ai mis 2 espaces au début, comme tu peux le voir à droite. La fonction trim les a supprimés dans la sortie et ça permet de synthétiser, de clarifier le texte et d'enlever tout ce qui est superflu. Tu as évidemment une option trim end ou une trim start, donc pour enlever que les espaces et les choses à la fin. Donc là, tu enlèves tout ça, que à la fin. Et si, imaginons que tu veux changer et tu veux faire que au début, ça va le faire. Et là, tu vois bien qu'à la fin, il y a quand même l'espace. La prochaine fonction te permet de convertir un texte en encodage URL. C'est encore la même chose, c'est que certains API demandent cette conversion avant d'utiliser. Et imaginons que tu veuilles mettre des paramètres ou des query parameters dans un HTTP
et que tu utilises directement dans le lien HTTP, donc là, imaginons que tu veux rajouter une valeur ici avec un paramètre, donc là, il faudra regarder les documentations de l'API, mais généralement, il faudra faire la conversion avant de rajouter la variable dans les paramètres de query, et pour cela, tu as la fonction URL encode qui te permet de convertir le texte dans un format URL pour tes requêtes API. Donc là, tu vois bien que espace, c'est converti en hashtag 20, et pour d'autres textes, ça pourrait être aussi converti, etc. Il y a la même chose du coup pour décoder. Donc si tu passes à partir des infos qu'on t'a renvoyées qui sont encodées en URL, tu peux décoder ceci. Donc là, ça me renvoie exactement la même phrase. Donc bonjour tout le monde, vu que j'ai encodé ensuite décodé. La prochaine fonction te permet de savoir l'indice de position. Donc ça peut être pertinent si tu fais du slice, mais là, ça va vraiment complexifier la chose. L'indice d'un mot ou d'une lettre dans un texte. Donc là, index off. Donc là, on va chercher dans le texte hop B. Tu peux voir qu'il me renvoie bien B en 0, donc en position 0. Il faut savoir que c'est un décalage de -1. Imaginons que la première lettre, ça soit 0 et la deuxième 1, 2, 3. Donc c'est la manière de fonctionner des indices. Donc là, c'est important que tu retiennes ça. C'est qu'il y a un décalage de -1 par rapport à la réalité. Là, si tu compterais, il y aurait 1, 2, 3. Bah, tu fais -1. Et donc là, il va te donner la position donc en nombre de la lettre B. Tu peux combiner avec d'autres lettres, mais ça ne changera pas l'indice. Tu peux aussi spécifier justement un début de recherche. Donc si tu veux commencer à rechercher à partir de la lettre 2, là, à partir de la lettre 2, il n'y a pas du tout de B. Donc à partir de cette partie-là de la phrase, il n'y a pas de lettre B majuscule. Et donc il te renvoie, s'il ne trouve pas, -1. Ça peut être intéressant pour faire de la recherche d'indices. Et imaginons que tu veux chercher un mot ou une phrase dans un texte à partir d'un certain passage. S'il renvoie -1, alors tu sais qu'il n'est pas dans ce texte, et dans ce cas, tu peux faire des actions sur celle-ci, même si ce n'est pas la manière la plus optimale de le faire. La fonction lastIndexOf fait exactement la même chose, mais va te chercher l'indice de la dernière fois qu'il a vu la lettre B. Donc imaginons qu'il y ait 2 B dans le texte, donc la phrase ne veut rien dire, mais qu'il y ait eu le premier B et le dernier. Il va aller prendre le dernier. Donc là, c'est la lettre 21, alors que indexOf aurait fait la première lettre, justement. La prochaine fonction est un peu plus complexe, c'est la fonction match, et là, ça te permet de faire des recherches un peu plus poussées avec des regex. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet pour t'apprendre à utiliser les regex, mais c'est quelque chose d'important si tu veux faire des recherches dans du texte, et notamment à faire du scrapping un peu plus avancé. Là, dans ce cas-là, je vais mettre un paramètre assez classique, donc pour rechercher tous les mots qui commencent par un R. Donc là, imaginons que je tape rock and roll. Dans notre cas, j'ai fait un regex qui te permet principalement de récupérer. Pour décomposer ce regex rapidement, il te permet de récupérer tous les mots dans le texte qui ont et qui commencent par un R et qui sont suivis de pas un espace. Donc là, imaginons qu'il n'y ait pas d'espace. Donc là, dès qu'il y a un espace, ça va s'arrêter concrètement et ça va faire la recherche en mode global, c'est-à-dire de récupérer toutes les occurrences de ce pattern-là. La fonction match est ultra utile justement pour ça, parce qu'elle te permet de faire des recherches spécifiques dans du texte, et là c'est impertinent que tu apprennes à utiliser le match. Moi j'utilise en tout cas souvent. La fonction search fait exactement la même chose et va principalement t'envoyer l'indice de position de la première fois qu'il récupère avec un regex. Donc là, imaginons qu'on ait un mot comme celui-ci. Hop, on va enlever. Donc là, il va faire la recherche et t'envoyer l'indice de position de ce pattern en regex. Donc là, ce pattern en regex te permet, comme je te l'ai dit, de récupérer les occurrences qui commencent par la lettre R et qui sont suivies d'un espace, et ça de manière pour toutes les occurrences. Donc là, il te renvoie 7. Pourquoi il te renvoie 7? Car c'est la première fois qu'il récupère le mot R et te redonne l'indice de position. Donc c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Juste. Les prochaines fonctions sur du texte sont ultra utiles. Il y en a beaucoup. Comme tu peux voir, il y a isDomain, isEmail, isEmpty, isNumérique, etc. On va passer dans chacune d'entre elles, mais le principe restera le même. C'est que dans un texte, il va vérifier si ce texte est bien un domaine. Donc là, hop, si je tape groovesystem.com, normalement, il me retrouvera true. Voilà. Donc c'est bien un nom de domaine. Donc là, il me met true. Mais imaginons que je mette n'importe quoi, il pourra me mettre false. Donc là, c'est vraiment pour faire de la récupération de données et voir si ce qui a été extrait, par exemple, est un nom de domaine ou pas. Tu peux justement l'accentuer avec isEmail. Donc là, ça va vérifier si c'est un mail. Donc là, ça ne marche pas parce que c'est pas un mail. Mais dès qu'on met un mail qui marche et qui fonctionne,
Là, ça va marcher. Bien sûr, hop, ça ne marche pas s'il y a des erreurs, s'il y a, par exemple, des choses qui ne s'écrivent pas, etc. Donc là, dans notre cas, il y a un problème sur le trou. Donc là, c'est vraiment un basique easy mail, mais on pourra faire avec des regex, des patterns plus complexes pour analyser et ne pas récupérer, par exemple, quand il y a des occurrences un peu bizarres comme celle-ci, avec des numéros après le arrobase. Mais là, c'est vraiment pour faire un cas assez général et pour récupérer rapidement si c'est un mail ou pas et savoir si c'est l'est ou pas. isEmpty te permet de faire la même chose, donc voir si un texte est vide ou non. Donc là, il n'est pas vide, donc forcément, il va me renvoyer faux. Mais s'il est vide, il me renvoie true. Ça peut être intéressant si, imaginons que tu extrais d'un texte des informations et que ce qu'on te renvoie est vide, donc il n'y a pas eu d'information, tu peux faire des actions après sur celle-ci. Donc là, ça peut être intéressant. Il y a la même fonction avec isNotEmpty, comme je te l'ai dit, et isNumeric te permet de savoir si c'est un nombre. On a aussi la même chose pour isURL, donc là c'est le même principe, dès qu'on met un HTTPS, on a bien un vrai, et s'il n'y a pas, alors on met un faux, etc. Maintenant, on va passer à toutes les castes, comme on l'appelle, ou tous les changements de valeur. Donc comme je t'ai dit, il y a tout lowercase qui te permet de mettre en minuscule un texte. Donc là, on a pris encore l'exemple de bonjour. Quand on le met avec la fonction to lowercase, ça va mettre tout en minuscule. Donc là, imaginons, hop, on met un texte comme ceci. Donc là, bonjour. Tu peux voir qu'il écrit complètement en minuscule. Et il y a la même chose to uppercase. Donc là, hop, je vais faire le cas d'usage pour uppercase. Mais c'est écrit bonjour comme ceci. Il va mettre tout en uppercase. Il y a aussi le cas avec tout, hop, comme tu peux le voir, tout sentence case. Donc dans ce cas-là, ça crée et ça met dans une sentence. Donc là, imaginons que tu écris il approche, il va écrire au bon format et mettre après le point la majuscule, etc. Donc là, c'est vraiment pour écrire des phrases et pour synthétiser, pour mettre au propre un texte. Il y a aussi, tu peux le voir, tout title case. Donc là, ça va mettre chacun des mots en majuscule, la première lettre, hop. On a aussi tout snake case. Alors là, c'est intéressant pour tout ce qui est fichier, manipulation de fichiers. C'est que ça va supprimer tous les espaces et les remplacer par des tirés du 8. Maintenant, je vais te montrer une manière de caster. Donc caster, c'est changer la valeur d'une variable. Et imaginons que tu veuilles changer un texte. Il faut savoir que l'écriture d'un booléen vrai ou faux a aussi une écriture texte. Et cette écriture texte est principalement 1, donc en texte. Et si tu fais un cast to number, déjà ça change la valeur justement du texte. Donc là qui a été fourni 1 en texte va être converti dans un nombre. Et si tu le mets en booléen, ça va changer la valeur en true. Comme je t'ai expliqué, en texte et en nombre, c'est la valeur 1 est reliée à vrai. Donc ça c'est vraiment du code pur. Et 0 est relié à faux. Donc là, imagine que j'aurais mis 0 en texte. Alors là, ça aurait mis false. Et si tu mets autre chose à côté, ça peut mettre true, vu que c'est l'écriture basique qui peut être comprise ici. Donc un texte qui est rempli sera true, mais un texte qui n'est pas rempli sera false, comme tu peux le voir. Donc c'est vraiment utile s'il y a besoin de conversion dans certains de tes nœuds, mais dans mon cas, moi j'utilise rarement ces fonctions-là, mais il faut savoir qu'elles existent. Tu as aussi la conversion en datetime. Donc là, imaginons que je mette une date aléatoire. Tu vas voir qu'il va être converti en datetime. Et ça, c'est intéressant pour tes LLM s'ils ont besoin d'informations et de les convertir d'abord en datetime pour pouvoir manipuler justement après. Tu verras qu'on pourra faire rajouter 1 jour, 2 jours, 3 jours, etc. à partir de datetime. C'est intéressant. Pour tout ce qui est transformation de données, il y a aussi quelque chose qu'on utilise souvent, qui est le parse JSON. Et pour ce faire, on va utiliser un des exemples qui est fourni par Enuiten. Hop. Comme tu peux le voir, cet exemple, je vois les Dream Bracket, mais en fait te permet de convertir un texte. Donc ici, on peut voir que ce texte, eh bien, va être converti justement dans un format JSON. Et que ce texte qui a bien été pris en compte, donc là c'est écrit en texte, il a été transformé en objet. Ça te permet juste après, par exemple, si tu veux obtenir les variables dans un objet,
Et ça te permet de faire les manipulations d'objets classiques pour, par exemple, récupérer le nul variable dans ton objet. Donc là, imaginons que tu avais une variable du nom name, comme tu peux le voir, tu peux récupérer cette valeur Nathan. Ensuite, je vais te parler de toutes les fonctions nombres. Donc pour modifier et transformer les nombres, tu peux voir que la première, c'est round, donc c'est pour arrondir une valeur numérique. Donc là, on avait 2,5 à gauche. Il a été arrondi à la valeur supérieure, qui est 3. On va faire le test avec une autre valeur, mais si tu veux par exemple arrondir 2,57, tu peux faire round et préciser la virgule ou ensuite la valeur supérieure ou pas. Là, tu peux voir qu'en ne spécifiant pas, il va arrondir à la valeur la plus supérieure, donc la 3, mais imaginons que tu spécifies 1, il va arrondir jusqu'à 2,6, donc qui est la valeur la plus proche au-dessus. Tu peux voir qu'en mettant un nombre négatif, ça ne marche pas, donc il faut mettre que des valeurs positives là-dedans. La prochaine fonction est la fonction floor qui fait bien sûr l'inverse de round, donc on va arrondir à la valeur inférieure. Donc là, si tu vas faire floor, tu peux encore préciser le nom, mais ça ne servira à rien. Ici, ça va arrondir à 2, donc la valeur inférieure. Ce genre d'arrondi te permet, si tu as des manipulations à faire, que ce soit sur des nombres ou même des LLM, tu aimerais arrondir cette valeur pour des fonctions, que ce soit en code ou dans le, ça peut être pertinent dans ce cas-là. Ensuite, on va voir absolu. Alors, si vous ne savez pas à quoi sert cette fonction-là, elle permet de mettre en valeur absolue un nombre. Imaginons que vous ayez des valeurs négatives, le mettre en absolu va avoir une valeur positive. Et ça, c'est tout simplement des mathématiques. Donc ça te permet d'avoir toujours des valeurs positives si tu en as besoin. On a aussi des manières de transformer la donnée. Imaginons que tu veux mettre cette valeur donc décimale avec une virgule ici, donc 0,789, tu veux mettre dans un format spécifique. Là, il faut que tu t'intéresses au format, mais tu peux le faire en changeant par exemple la virgule et en mettant pour le décimal, c'est ça. Donc c'est une écriture différente, mais ça veut tout simplement dire la même chose en chiffres concrètement. Tu as aussi des fonctions booléens qui renvoient donc une valeur vraie ou faux. Et là, on peut tester si c'est un integer. Concrètement, un integer, c'est quoi? C'est une valeur pleine, c'est une valeur ronde. 2,57 n'est pas une valeur ronde. On appelle ça un flottant en code. Et cette valeur te permet de tester si elle est ronde ou pas. Imaginons que tu aies aujourd'hui une valeur 2, alors elle sera ronde, et donc là, on aura vrai. Mais imaginons qu'on a maintenant 2,5, alors là, ce n'est pas une valeur integer, donc c'est un flottant, et donc là, il me renvoie faux. Donc c'est assez vite sur les nombres, mais ça te permet de faire des manipulations et des arrondis si tu en as besoin, ou même des valeurs absolues si tu veux que des valeurs positives, et ça peut te permettre dans des workflows de manipuler les nombres. Maintenant, on va passer à la chose qu'on manipule le plus dans des contextes de workflow, c'est-à-dire les arrays, et ensuite les objets. Pour une liste, on a plusieurs fonctions à notre disposition, notamment toujours length qui fonctionne comme le texte et va récupérer le nombre de valeurs dans une liste. Là, dans cette liste, on a Hugo, Lucas, Marc, il y en a maintenant 3 valeurs et on peut faire des manipulations encore avec des indices là-dessus. Imaginons que tu veux récupérer la première valeur d'une liste, on peut faire avec une accolade, 0, donc ça c'est des manipulations de code. Pour récupérer la première valeur, c'est toujours un indice qui est décalé de -1, comme tu peux le voir. Ça te permet par exemple, si tu veux faire des manipulations un peu plus complexes, prendre la taille de la liste et hop, faire -1 pour récupérer par exemple la dernière valeur toujours d'une liste. Donc ça peut être des manipulations intéressantes si tu en as besoin. Ensuite, tu peux tout à fait utiliser cette fonction-là qui fait exactement la même chose que je t'ai montré, mais de manière plus simple pour récupérer le dernier élément. Tu peux le faire aussi avec first, pour récupérer le premier élément. C'est des fonctions qui sont intégrées à NUten et qui facilitent ces résultats. Souvent, le first peut être utile si tu as besoin de récupérer dans un élément la première valeur objet, que ça soit dans un item. Comme tu peux le voir, l'écriture à gauche est toujours en JSON et l'écriture globale est bien une liste. Donc c'est-à-dire que tu peux faire des manipulations de liste pour récupérer cette valeur, donc la liste globale, comme tu peux le voir à gauche, avec plusieurs éléments. Tu peux faire first pour récupérer le premier élément de cette liste. Donc on retourne sur les manipulations de liste. Tu peux tester et voir si, par exemple, une liste inclut une valeur. Donc là, on va tester si la liste contient bien Hugo. Là, tu vois bien qu'elle le contient. Mais imaginons pour mettre D. Alors, cette liste ne contient pas D. Et dans ce cas-là, il me renvoie Go. On a aussi une fonction qu'on utilise souvent, c'est map. Map te permet de prendre les valeurs directement dans une liste et faire des actions sur celle-ci. Donc imaginons
que tu veux récupérer tous les items de la liste. Donc là, il va passer dans chacun des items et faire l'action qui est après la flèche. Donc là, imaginons que tu veux y rajouter la lettre D après tous les mots dans la liste. Tu peux justement le faire avec cette fonction. Donc tu peux voir que c'est super puissant si tu veux faire des manipulations d'objets dans une liste. Imaginons que par exemple, tu veux faire tout le lien. Donc là, tu peux tout simplement manipuler toutes les fonctions qu'on a vues précédemment sur du texte, parce que ce qui est contenu dans la liste est lien du texte, comme tu l'as vu. On peut le voir avec le petit indice A juste à gauche, et un nombre, c'est un hashtag, et une liste, tu vois bien que c'est comme ça, et un objet, c'est un cube. Donc on peut faire toute la manipulation de texte, donc tu peux voir que c'est assez puissant si tu as besoin de le faire. On va voir aussi une autre fonction, qui est un peu la même chose, c'est que tu peux utiliser justement filter. Alors, je vais créer une liste de tests pour te montrer. Et pour ce faire, j'ai mis une liste avec des nombres. On va faire un test thème. Donc là, il va récupérer chacune des valeurs, il va passer dans chacune d'entre elles, et il va ne laisser que les valeurs, donc filtrer, enlever toutes les valeurs qui sont inférieures à pro. Donc là, il a bien filtré la liste, donc il va recréer une autre liste, comme tu peux le voir à droite, et il va enlever toutes les valeurs qui ne respectent pas cette condition qui est après la flèche. Donc la condition, c'est bien sûr que l'objet, donc la valeur, soit inférieure à 3, et s'il ne respecte pas cette condition, il l'enlève. Donc tu peux voir que si on peut faire exactement la même chose, donc là, mettre égal pour supérieur ou égal, pour récupérer les items qui sont supérieurs ou égal à 3. Donc 3 ou 5. Donc là, ça peut être encore pertinent pour filtrer. Imaginons que tu aies des objets avec une valeur spécifique dedans. On va voir après, mais tu pourras par exemple récupérer item, point le nom de la variable, et faire un test sur cette variable-là. Donc c'est très très puissant et c'est souvent utilisé pour du filtrage, pour de la compréhension d'objets, etc. que tu pourras avoir, et la manipulation. Donc tu peux ajouter des valeurs directement dans une liste. Imaginons que tu veux rajouter un autre prénom. Tu peux faire point append et la valeur que tu vas rajouter dans la liste, concrètement. Donc là, ça va rajouter à droite cette valeur, comme tu peux le voir. On a aussi, bien sûr, concat ou find. Donc là, je vais te montrer chunk. Chunk, concrètement, te permet de mettre en plusieurs blocs, donc séparer en blocs dans une liste. Donc là, je montre vite fait, mais on va rajouter mon prénom qui est un nombre pair. Hop. Et en fait, le point chunk, tu vas spécifier ici, je ne l'utilise pas forcément souvent, mais il va te séparer en plusieurs sous-listes de 2. Donc là, que tu as spécifié ici. Donc si tu veux faire des listes de 3, tu peux le spécifier ici. Et il va te faire des sous-listes dans la même liste. Donc là, tu peux voir que c'est une liste contenant une liste avec 3 éléments, parce que tu as précisé de chunk ici. Et il va te le faire pour chacune d'entre elles. Notez que, imaginons qu'il n'y ait pas 3 éléments, alors il te fera une liste avec 1 ou 2 éléments en fonction du nombre qu'il y a dans la liste. Ensuite, tu as compact. Compact, ça enlève toutes les valeurs nulles. Donc là, on n'a pas de valeur nulle, mais imaginons qu'on rajoute une valeur nulle ici. Alors compact va supprimer cette valeur. Ça peut être pertinent pour enlever et filtrer les valeurs nulles. Comme tu peux le voir, ici, il l'a enlevé. Donc, on a ajouté cette valeur. Et ensuite, après avoir fait compact, ça l'enlève. Ensuite, tu peux totalement faire la même chose que dans un texte, c'est-à-dire rajouter et concaténer, comme on l'appelle, avec une autre liste. Imaginons que je vais rajouter la valeur 1, 2. Tu peux voir qu'une liste peut contenir n'importe quel type de valeur. On va prendre l'exemple qui est montré dans la test pour différence. Cette fonction, je n'utilise pas souvent, mais en fait, elle te permet de comparer deux listes et de voir quel élément est en plus. Donc là, imaginons que tu aies une liste avec 2, 3, des éléments que tu veux comparer avec une autre liste. Il va te faire la différence, c'est-à-dire voir les valeurs qui ne sont pas dans cette liste que tu as précisée entre les parenthèses. Ensuite, une autre fonction qui est assez intéressante et qu'on peut utiliser pour encore faire de la recherche dans une liste, c'est la fonction find. Et comme tu vois, elle est manipulée comme map et filter. Donc tu vas récupérer l'item et en fait, tout ce qui est après la flèche va être testé. Donc là, on teste si l'item est égal à 2 et il va te renvoyer, comme tu peux le voir à droite, l'indice. Donc c'est assez intéressant pour voir si tu cherches dans une liste un élément précis, il te renvoie l'indice et après tu peux faire des manipulations, il faut récupérer cette valeur, etc. Donc ça peut être intéressant. Moi, je ne l'utilise pas du tout, mais ça peut être pertinent pour de la recherche. On a toujours index of qui marche exactement comme le texte. Donc, si tu précises ici l'indice de 1, il va te l'envoyer. L'indice de 2, il va te le faire, etc. Donc ça marche exactement comme le texte, comme tu peux le voir. On a des tests comme isEmpty.
Donc pour savoir si la liste est vide, imaginons qu'on ait une liste vide à gauche, alors il va renvoyer vrai, mais imaginons qu'on ait un élément maintenant dedans, alors là, il va permettre justement de récupérer, de savoir s'il y a des éléments ou pas dans une liste. On a toujours son inverse qui est is not empty, donc là, c'est pour voir si la liste n'est pas vide, mais si la liste est vide, il va renvoyer false. Donc faux. On a toujours, comme je l'ai dit, l'inverse, la fonction intersection, qui fait la même chose que différence, mais va juste récupérer les éléments où il y a dans la liste 1, donc du coup que tu intersectes, et la liste 2. Comme tu peux le voir dans l'exemple, hop, précisément, il va te dire les éléments qui sont dans cette liste, mais aussi dans cette liste, et dans ce cas-là, c'est bien le numéro 2, il te renvoie une liste avec une sous-liste, concrètement. On peut aussi faire de la manipulation de listes et les convertir en texte. Comme tu peux le voir dans cet exemple, on a des éléments, donc 1, 2, 3 dans une liste, et on va pouvoir faire un point join, et ça va joindre ces listes avec un slash entre eux. Tu peux totalement mettre d'autres éléments, si tu veux faire par exemple une séparation salut salut, tu peux rejoindre ces éléments, et ça sera bien sûr un texte que tu pourras manipuler ensuite. Donc là, tu peux faire ensuite un split avec salut, et dans ce cas-là, ça renvoie le même résultat à la fin, sauf qu'on a changé les valeurs, maintenant elles sont en texte. On a aussi des fonctions pour récupérer par exemple le maximum d'une liste, donc là ça va être 3, et aussi le minimum d'une liste avec mi. On précise rien dans les paramètres, entre les parenthèses. La fonction pluck, qui est la fonction qu'on va voir, est assez spécifique, mais elle te permet, là on voit un exemple avec une liste et avec des objets, on va voir après ce qu'est un objet, comment on peut le manipuler, mais pluck te permet par exemple de récupérer toutes les valeurs dont la variable est name. Donc là, on a des objets avec une valeur name, une valeur age, et un nom et une autre city. Et il va récupérer, avec .pluck, les valeurs name dans chacun des objets, précisément. Et il te renvoie une liste avec ces objets trouvés. Imaginons qu'on aurait mis city ici, il va renvoyer que Berlin, parce que la première valeur n'a pas cette variable dans son objet. On a des fonctions reverse. Alors ça peut être intéressant si tu fais toujours de la manipulation et de listes pour les mettre dans l'ordre. Imaginons, on va mettre 5, 2, 6, 3. Reverse te permet de renverser la liste, c'est-à-dire de passer la valeur 3 à la fin, et il va renverser pour chacune des valeurs, donc passer 6 en deuxième position, etc. Comme tu peux le voir à droite, il a inversé cette liste-là. On a aussi une fonction qui est aussi intéressante, comme .sort, qui te permet d'arranger la liste dans un ordre croissant. Mais si tu veux faire une autre comparaison, tu peux totalement faire .sort et ensuite reverse, qui va arranger la liste dans un ordre décroissant. Mais tu peux aussi mettre un comparateur, et là le comparateur il est un peu spécifique, mais en gros, tu vas faire exactement la même chose que les maps ou les filters, c'est que tu peux comparer les valeurs. Imaginons que tu veux comparer dans un ordre croissant, tu peux faire ça. Mais si tu veux faire dans un ordre décroissant, tu peux totalement faire B-A. Et ce comparateur te permettra d'avoir l'ordre que tu veux, que ce soit croissant ou décroissant. Je peux totalement faire des fonctions comme random in qui va te renvoyer un objet aléatoire dans la liste. Donc là, hop, quand je le fais à chaque fois, on a un nouveau item qui se sort. Donc là, 3, 6, etc. Tu peux aussi changer la liste en JSON string. C'est toujours dans un but d'avoir ensuite un JSON et convertir les valeurs pour qu'il n'y ait pas de problème des parses JSON. Tu auras sûrement ce problème quand tu feras des workflows. Donc il faut bien mettre cette fonction-là. On a aussi unique. Alors pour unique, on va prendre l'exemple parce que c'est quelque chose de spécifique. Mais en fait, ça te permet d'enlever les valeurs dupliquées. Comme tu peux le voir, il y a 2 fois quick là-dedans. Et en fait, dans la liste qu'on nous sort, il y a bien cette liste, mais qui n'a pas le doublon qu'on a reçu. Donc ça permet de faire encore un nettoyage de liste. Unit te permet ça. L'union, ça fait la même chose concrètement que la jointure concat, sauf que il ne prend pas en compte les doublons. Imaginons qu'on ait 2 dans cette liste, mais aussi 2 là-dedans. Il va faire la jointure au niveau de 2 et il n'y aura pas de problème là-dessus de doublon. Après, imaginons que tu aies mis des doublons là-dessus, tu peux totalement, après, refaire un unique et nettoyer ta nouvelle liste, si tu as mis des doublons sans faire exprès. On a aussi la fonction sum, donc qui permet de sommer les éléments d'une liste.
Alors là, par exemple, si tu as un texte, ça va bugger, sûr, parce qu'on ne peut pas sommer un texte, mais si tu mets d'autres valeurs numériques, hop, tu vois que ça fait bien la somme à chaque fois. On a aussi ce genre de fonction toSplice, mais on l'utilise très rarement, mais ça permet de faire la même chose que slice dans le texte, donc c'est de couper une liste. Comme tu peux le voir, on a aussi la fonction slice ici. On peut couper une liste et prendre les éléments à partir de 2 et à 3, donc là ça va récupérer que 10, comme tu peux le voir. Et on peut récupérer que les éléments à partir de 2, etc. Donc faire les mêmes manipulations de texte que tu as pu voir. Donc ensuite on passe aux manipulations d'objets. On peut exactement faire la même chose que ce soit dans une liste, mais là on va prendre cet objet. Donc tu peux le voir qu'on a un objet. Cet objet, on peut récupérer les valeurs des variables. Donc là je les ai nommées une à une, mais tu as par exemple nom, si tu veux récupérer la valeur nom, taille en centimètres, tu récupères une valeur taille. Un objet, tu peux le voir comme une structure que tu peux agréger et mettre des noms de variables dedans. C'est-à-dire que là, on aura un objet qui sera potentiellement un objet humain avec un prénom. Donc là, tu vas nommer la variable et mettre une valeur ensuite, une autre variable nom et une taille en centimètres, car un humain a toujours une taille. Et tu peux mettre plusieurs valeurs différentes, comme dans une liste, et tu peux récupérer un à un chacun des éléments. C'est-à-dire prendre le nom, prendre le prénom, mais aussi prendre la taille. Donc tu prends chacune des valeurs et aussi faire, bien sûr, si c'est pair ou si c'est impair. Donc tu peux faire ce genre de manipulation avec les numéros comme on a vu. Donc isInteger, etc. Alors là, on a des suggestions comme tu peux le voir. Donc la première fonction, ça va être keys pour récupérer le nom des variables et non la valeur des variables. Il faut bien que tu différencies ces deux choses précises. C'est que là, tu récupères les clés. On a toujours un format clé-valeur. Donc là, la clé, bien sûr, sera prénom, nom, taille en centimètres, donc tout ce qui est à gauche, et la valeur sera Benoît Ferrer 193 dans l'ordre ici. On a aussi values, donc qui permet de faire l'inverse, donc récupérer toutes les valeurs. Donc là, Benoît Ferrer 193, comme je te l'ai dit. On a toujours la même chose en opposé. Maintenant, on peut savoir si un objet est vide. Et là, bien sûr, il n'est pas vide. Mais imaginons qu'on ait un objet vide, donc comment ça s'articule? C'est comme ceci. Donc c'est juste un objet sans rien dedans. Donc là, il va mettre true. On a aussi cette fonction hasField qui te permet de savoir si on a bien le champ, par exemple, prénom, dans une valeur, dans un objet. Et là, on a bien ce champ-là qui est disponible. Mais si tu mets tête, on n'aura rien. Donc on aura false et on saura qu'il n'a pas cette valeur-là. Ça peut être pertinent si, par exemple, tu fais que des actions sur des objets qui ont spécifiquement un field précis. Donc s'il a un prénom, on fait une action. S'il n'en a pas, on fait une autre. Exactement. Ensuite, on a aussi compact, donc qui te permet d'enlever les valeurs qui sont nulles. On va le voir avec le test. Mais imaginons que tu veuilles enlever les valeurs et nettoyer, comme on l'a vu. Je peux le faire avec compact, donc avec une valeur. On a aussi la fonction removeField qui te permet d'enlever la valeur spécifique, donc avec un champ, toujours préciser le nom de la clé. Donc là, ça va être X. On a supprimé cette valeur avec sa clé. Et tu peux le voir à droite, maintenant on a l'objet sans cette clé, bien sûr. On a aussi remove fields containing, qui fait la même chose que remove fields, mais va se baser sur la valeur et maintenant non la clé. Donc il va enlever, comme tu peux le voir dans l'exemple, la paire clé-valeur qui contient dans sa valeur, donc à droite du champ, le mot Nathan. Donc là, tu peux le voir à droite, il a enlevé cette paire, donc name Mr. Nathan, et elle n'est plus à droite. Il faut savoir qu'elle n'est pas forcément utilisée comme fonction, mais elle existe si tu as besoin de faire des manipulations d'objets, toujours. On a maintenant aussi toJSONString qui te permet de convertir une liste dans un format JSON. Donc toujours, c'est pour du parsing et pour mettre les données dans un bon format avant de les faire passer par exemple dans des API ou d'autres LLM. Là, c'est vraiment, quand tu as un problème de parse JSON, ça viendra potentiellement d'ici. Dans tous les cas, je te ferai un tutoriel pour t'expliquer comment prendre les erreurs classiques et comment les contourner. On a aussi URL encode, alors là c'est assez pertinent si tu utilises des API, mais ça va prendre un objet et prendre sa paire clé-valeur. Donc là, on a prénom Benoît, nom Ferrer, taille en centimètres 193. Il va le convertir en format URL comme tu l'as pu le voir. Alors il n'y a pas d'écode URL, c'est normal,
il n'y a que URL en code, mais tu vas voir qu'il y a à faire cette paire. En fait, cette paire, tu peux la mettre dans un API sous format lien, et en fait, des fois, on en a besoin, notamment pour des query parameters, avoir ce format spécifique. Donc là, ça va dépendre de l'API, mais il faut savoir qu'il y a une fonction qui permet de le faire à partir d'un objet. Maintenant, j'aimerais t'expliquer la manipulation de datetime. Tu auras sûrement besoin de le faire un jour. Donc là, aujourd'hui, on est le 1er mai. Mais hop, on va mettre cette date-là. Hop. Donc là, on va convertir dans un premier temps ce texte dans un format datetime. Donc là, comme tu as pu le voir, on peut faire to datetime. Et donc là, on a un format datetime. La première fonction pour la manipulation de datetime, donc de valeur datetime, on a format qui te permet de changer le format d'une date, donc c'est du formatting. Tu as le guide ici, mais pour t'expliquer brièvement ce que c'est que on peut changer le format. Imaginons que tu veux récupérer que la date d'aujourd'hui, donc dans un datetime, il faut bien sûr convertir avant, tu peux faire comme ça. Imaginons que tu veuilles, par exemple, ne pas avoir ce format-là, mais avoir un autre, donc là ça va être des spécificités, mais je t'invite à regarder un peu la documentation. Et voilà, tu peux mettre par exemple des traits entre les deux, des slash. Tu peux aussi récupérer les minutes, les secondes, et ensuite après derrière les millisecondes, etc. en fonction du format. Donc là, il y a un guide pour ceci, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est que du formatting. Donc ça peut être intéressant si certains API demandent que la date, que demandent que l'année, etc. Ou si tu veux que des valeurs précises, par exemple dans un tableau Airtable. On a aussi les fonctions minus et plus qui te permet par exemple d'ajouter un jour. Imaginons que tu veux rajouter 2 jours, tu peux le préciser ici, days, mais tu peux aussi faire avec year, tu peux rajouter 2 années sur la date, donc là 2027, comme tu peux le voir à droite, et tu peux faire ça avec les minutes, les secondes, etc. Donc tu peux faire des manipulations d'ajout ou de minus, donc pour enlever ici. Tu peux bien sûr, comme tu as pu le voir, faire la différence entre 2 dates. Donc là, on va prendre l'exemple pour te montrer. Mais cet exemple te permet de faire la différence entre 2 jours. C'est pertinent si, imaginons que tu veuilles avoir un décalage entre une date voulue, par exemple d'un examen ou je ne sais quoi, en fonction de la date d'aujourd'hui. Tu peux faire ces comparaisons de manière dynamique. Et là, avec cette fonction, c'est assez rapide. Comme tu peux le voir, ça te permet justement de faire la différence, de savoir combien de jours il te reste avant ton examen, etc. Donc ça peut être pertinent. Tu peux mettre le format et la précision de div2, donc si tu veux préciser en days, en minutes, etc. Maintenant, je vais te montrer les autres fonctions. Je vais juste utiliser toDateTime et ensuite, hop, on peut extraire justement des valeurs. Si tu veux extraire le nombre de jours, si tu veux extraire l'année, tu peux le faire avec cette fonction extract. Tu peux aussi faire tout ce qui est setting de valeur locale. Donc si tu veux, par exemple, dans une zone précise, donc là je t'invite à regarder la documentation, mais si tu veux mettre les valeurs locales, donc c'est-à-dire si tu habites en Belgique, etc., tu peux mettre ces valeurs-là. Donc on va voir dans l'exemple. Hop. On peut voir qu'on a un setting de valeur dans un format et on met dans un date style. Donc là, c'est vraiment du formatting. Je t'invite à regarder la documentation, mais concrètement, ça te permet de faire ce genre de manipulation. On peut aussi avoir des fonctions booléennes toujours si il est en week-end, donc si c'est un week-end ou pas. Donc là, on est jeudi, donc c'est pas le week-end. On a aussi des valeurs isempty qui te permet savoir si une valeur est entière ou pas. Donc là, c'est toujours la même chose que je t'ai montré à chaque fois. On peut aussi avoir le nombre de weekdays, donc on est au 4e jour de la semaine. On peut aussi avoir l'année, la minute, donc en millisecondes, etc. Donc tu peux voir qu'on est bien à minute 58, comme tu peux voir en bas à droite, etc. Il y a pas mal de petites manipulations à faire avec ces décalages. Donc je peux aussi avoir la zone. Donc là, moi je suis, et j'ai précisé sur Newton la zone Europe-Paris. Donc là, ça va se baser sur celle-ci. Je peux préciser ça. C'est intéressant si tu veux faire des manipulations d'agenda de calendrier pour se synchroniser, etc. Et tu peux aussi directement convertir donc tout local, mais aussi tout UTC. Donc c'est un format encore si tu as besoin d'API. Donc tu peux voir qu'il y a eu un changement avec un Z et une écriture différente. Mais voilà ce qu'on peut faire avec les détails. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as pu apprendre à utiliser les fonctions et à les connaître dans un premier temps. Maintenant, je t'invite
à vraiment manipuler ces fonctions pour comprendre comment elles marchent et surtout les utiliser dans des workflows que tu aurais pu construire avec un U8N. C'est ultra intéressant et ultra fort, notamment couplé avec un nœud code qui te permet exactement de faire une fonction. On va en parler dans une autre vidéo. Cette manière code avec JavaScript te permet de faire d'autres fonctionnalités encore plus poussées que ce que je t'ai montré à partir des fonctions. N'hésite pas à liker la vidéo, ça me soutient énormément et moi je te dis à la prochaine pour une autre vidéo.